Vous imaginez probablement Marie-Antoinette vivant dans le luxe, entourée de parfums et de soie, savourant des gâteaux pendant que les paysans mouraient de faim. Mais demain, si vous vous réveilliez dans ces souliers, vous seriez submergé par la puanteur et les conditions insalubres dès le petit déjeuner. Parce que voici ce qu'on ne vous enseigne pas. La reine de France était littéralement assaillie par des déchets jetés des fenêtres du palais. Ce n'était pas un accident rare. À Versailles, les eaux usées s'infiltraient à travers les murs de sa cuisine privée, contaminant sa nourriture. Les nobles se soulageaient régulièrement dans les couloirs qu'elle empruntait. L'odeur était si insupportable que les diplomates étrangers tombaient physiquement malades à leur arrivée. Aujourd'hui, nous plongeons dans la réalité absolument insensée de l'hygiène, dans le palais le plus glamour de l'histoire. Ou même être reine ne vous protégeait pas du cauchemar de la saleté du XVIIIe siècle. Nous parlons d'un palais construit dans les années 1660, abritant plus de 10 000 personnes, avec exactement 0 toilette fonctionnelle. Un lieu où la monarchie la plus puissante d'Europe normalisait des conditions de vie qui horrifieraient un prisonnier moderne. Aujourd'hui, nous révélons certains des aspects les plus choquants de la vie quotidienne à Versailles que votre professeur d'histoire a certainement passé sous silence. Nous commencerons par les tentatives désespérées de Marie-Antoinette pour rester propre dans un palais de crasse. Puis, nous plongerons dans la catastrophe des déchets humains qui transformaient les couloirs en égouts. Vous découvrirez pourquoi recouvrir tout de parfum aggravait les choses et l'état véritablement inquiétant de la santé déclinante de Louis XIV. Nous explorerons comment Versailles est devenu le plus grand centre européen de comportements inappropriés. Le moment insensé où les tissus couleur déchets sont devenus haute couture. Et enfin, comment les révolutionnaires ont utilisé l'hygiène elle-même comme une arme contre la reine. Croyez-moi, à la fin de ceci, vous ne vous plaindrez plus jamais de nettoyer votre salle de bain. Commençons par ce qui se passait quand 10 000 personnes vivaient dans un palais sans aucune toilette fonctionnelle. Parce que voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Versailles a été construit sur un terrain marécageux sans système d'égout. Aucun. Alors, où allèrent tous ces déchets humains? Partout. Littéralement partout. Les courtisans se soulageaient dans les couloirs, les escaliers, derrière les rideaux, dans les jardins. N'importe où ils pouvaient trouver un coin à peu près discret. Et je ne parle pas d'urgence ici. C'était la procédure habituelle. Les nobles les plus puissants de France utilisaient ces coins comme des animaux. Mais le vrai cauchemar, ce n'était pas seulement les déchets aléatoires que vous rencontriez en allant dîner. C'était ce qui se passait avec les pots de chambre. Imaginez ceci. Il est 6 heures du matin à Versailles et des milliers de pots de chambre sont vidés. Mais voici la partie vraiment inquiétante. Vider signifiait ouvrir une fenêtre et jeter le contenu dehors. Sans avertissement. Sans vérifier si quelqu'un était en dessous. Juste lancer et espérer. Un matin documenté en 1783, Marie-Antoinette se rendait à la messe matinale lorsqu'une cascade de déchets humains s'est déversée d'une fenêtre supérieure, la trempant complètement, elle et son aumônier. Les registres de la cour indiquent que la coupable probable était Madame du Barry, qui a prétendu que c'était un accident, mais des témoins ont rapporté avoir entendu des rires provenant de ses appartements. Les chiffres de ce désastre sont absolument stupéfiants. Avec 10 000 résidents quotidiens et 0 toilette, même les estimations conservatrices suggèrent qu'au moins 9 000 kilos de déchets humains étaient produits chaque jour. Où allait-il? Voici ce que la plupart des gens ne réalisent même pas. Versailles a été littéralement construit sur du sable et des marécages, choisi par Louis XIV parce que le terrain était bon marché et qu'il pouvait y chasser. Les fondations du palais étaient déjà instables, et ajouter des tonnes de déchets humains à l'équation transformait tout le domaine en un marécage putride. Mais attendez, ça empire. Le système de vidage par les fenêtres avait un horaire officiel.
Les résidents des étages supérieurs étaient censés vider leur pot de chambre entre 6h01 et 7h100 du matin, et entre 22h100 et 23h. Mais voici où ça devient insensé. Personne ne suivait cet horaire. Les lettres de diplomates décrivent le danger constant de marcher près des murs du palais à toute heure. Le nonce papal écrivait à Rome qu'il devait porter un parapluie en permanence. Non pas pour la pluie, mais pour les immondices qui tombaient du ciel à Versailles. Des animaux morts étaient régulièrement trouvés sur le domaine du palais, et je ne parle pas de mort naturelle. Ces pauvres créatures avaient été frappées par le contenu des pots de chambre volants et étaient mortes de l'impact ou de maladie. Les jardiniers rapportaient trouver au moins une douzaine d'animaux morts par semaine, mélangés aux déchets humains dans les jardins autrefois impeccables. L'odeur était si écrasante que Louis XIV ordonna la plantation de milliers d'orangers, espérant que leurs fleurs masqueraient la puanteur. À l'ère de spoiler, ça n'a pas fonctionné. Les lieux documentés de dépôts réguliers de déchets ressemblent à une histoire d'horreur. L'escalier de la chapelle était un endroit prisé, car il avait des coins sombres. Imaginez essayer de prier tout en évitant des tas de déchets humains. La galerie des glaces. Oui. La célèbre galerie où fut signé le traité de Versailles avait des coins que les serviteurs appelaient les angles à déchets, parce que les aristocrates se soulagèrent derrière les rideaux lors de longues cérémonies. Les personnes les plus puissantes d'Europe utilisaient littéralement la plus belle salle du palais comme toilette. Voici ce qui est absolument insensé. Il y avait en fait une hiérarchie pour savoir où vous pouviez vous soulager. Les ducs et les princes revendiquaient les meilleurs endroits, des alcôves avec un peu d'intimité et de ventilation. Les nobles moins gradés devaient se contenter des escaliers et des couloirs. Les serviteurs étaient interdits d'utiliser les lieux intérieurs et devaient sortir, même en hiver. Un valet de pied mourut de froid en 1709, parce qu'il s'était aventuré trop loin du palais, cherchant un endroit discret pendant une tempête de neige. Les statistiques sur les pots de chambre sont ahurissantes. La chambre d'un noble moyen comptait 3 pots de chambre, un pour la journée, un pour la nuit et un pour les urgences. Ils étaient censés être vidés 2 fois par jour par les serviteurs, mais voici la partie vraiment inquiétante. Les serviteurs oubliaient souvent de vider les pots des nobles qui les traitaient mal. Imaginez rentrer chez vous et découvrir que votre pot de chambre fermentait depuis des jours, en guise de vengeance, pour ne pas avoir donné de pourboire à votre valet. Les réactions des diplomates étrangers à l'odeur de Versailles sont une comédie hilarante, si vous avez un sens de l'humour noir. L'ambassadeur britannique écrivait que le palais sentait comme un champ de bataille après 3 jours au soleil. L'envoyé espagnol rapportait qu'il était devenu physiquement malade en entrant dans le palais et devait tenir ses réunions dans les jardins. La partie vraiment inquiétante, la cour française était tellement habituée à l'odeur qu'elle ne la remarquait même plus. Ils avaient littéralement normalisé le fait de vivre dans un égout, entouré de parfums et de soie, savourant des gâteaux pendant que les paysans mouraient de faim. Mais demain, si vous vous réveilliez dans ces souliers, vous seriez submergé par la puanteur et les conditions insalubres dès le petit déjeuner. Parce que voici ce qu'on ne vous enseigne pas. La reine de France était littéralement assaillie par des déchets jetés des fenêtres du palais. Ce n'était pas un accident rare. Éclaboussée sur sa robe, la combinaison de fluides corporels, de matière organique en décomposition et de tout ce que les gens jetaient dans leur peau créait un mélange toxique qui propageait des maladies à travers le palais. Les protocoles des serviteurs pour l'élimination des déchets étaient dits pratiquement inexistants. Bien qu'il y ait eu des zones désignées pour le dépôt des déchets, elles étaient souvent à 20 minutes de marche du palais. Les serviteurs, déjà surmenés et sous-payés, jetaient les déchets où cela leur convenait. Derrière des buissons, dans des fontaines inutilisées, voire dans les quartiers des serviteurs rivaux comme plaisanterie.
Une blanchisseuse fut surprise, en train de vider des pots de chambre dans les puits du palais, contaminant l'approvisionnement en eau. Sa défense, tout le monde le faisait aussi. Le coût économique de cet échec sanitaire était colossal. Le palais dépensait plus en parfums et en tentatives de nettoyage que la plupart des villes européennes ne dépensaient en infrastructures. Ils embauchèrent des équipes de paysans dont le seul travail était de pelleter les déchets humains des jardins. Ces collecteurs de déchets étaient les payés des salaires de danger, 3 fois le taux normal des ouvriers, car beaucoup moururent de maladies. La partie vraiment inquiétante, c'était considéré comme un bon travail parce que ça payait bien. Pensez à la dernière fois où vous aviez désespérément besoin d'une salle de bain. Maintenant, imaginez ce sentiment. Mais la toilette la plus proche est à 40 minutes en carrosse. Nous perdons la tête si des toilettes publiques sont hors service. Ces gens acceptaient simplement que leur palais soit un égout à ciel ouvert. Mais voici la partie vraiment insensée. Les déchets humains n'étaient pas confinés aux couloirs et aux pas de chambre. Ils s'infiltraient littéralement à travers les murs, contaminant tout, y compris les espaces privés de la reine. Si vous pensiez que marcher dans des déchets humains était grave, attendez d'entendre ce qui se passait dans la cuisine privée de Marie-Antoinette, parce que le palais de Versailles avait développé un cauchemar particulier. Les eaux usées n'étaient bannées pas seulement sur les sols, elles étaient dans les murs. Le système de plomberie défaillant signifiait que les déchets humains s'infiltraient régulièrement à travers la pierre et le mortier, goûtant le long des murs et s'accumulant sur les surfaces de la cuisine où la nourriture de la reine était préparée. Imaginez ouvrir votre réfrigérateur et découvrir que des eaux usées ont coulé sur vos provisions. Sauf que ce n'était pas un désastre de plomberie ponctuel, c'était un mardi à Versailles. La contamination documentée de la cuisine en 1784 ressemble au scénario d'un film d'horreur. Les registres du palais décrivent une eau brune, à l'odeur putride, s'infiltrant à travers les murs de la cuisine privée de la reine pendant la préparation d'un dîner d'État. Les chefs arrivèrent pour trouver que des déchets humains avaient goûté sur les surfaces de préparation dans des marmites ouvertes et s'étaient accumulés autour des légumes stockés. Mais voici la partie vraiment inquiétante. Ils ne pouvaient pas annuler le dîner. Le protocole exigeait que le repas soit servi. Alors ils se sont simplement déplacés dans une autre cuisine et ont espéré que tout irait bien. Les témoignages du personnel de cuisine dressent un tableau absolument horrifiant des conditions de travail. Jean-Baptiste Moustier, chef cuisinier de Marie-Antoinette, écrivit dans ses mémoires qu'il trouvait régulièrement des preuves de déchets humains près des réserves alimentaires. Il décrivit essayer de préparer des pâtisseries délicates pendant que des eaux usées goûtèrent du plafond. Un pâtissier quitta son poste après avoir découvert que des déchets avaient contaminé une pâte entière destinée au gâteau d'anniversaire de la reine. Son remplaçant tint 3 jours avant de fuir Versailles complètement. L'eau brune ne se contentait pas de fuir. Elle émergeait littéralement des murs de pierre massifs. Les ingénieurs découvrirent que des décennies de vidage de pots de chambre avaient créé des rivières souterraines d'eaux usées, qui suivaient le chemin de moindre résistance à travers les fissures des fondations du palais et remontèrent dans les murs. La pierre calcaire utilisée pour construire Versailles était poreuse, agissant comme une éponge géante pour les déchets humains. La partie vraiment inquiétante, cela durait depuis si longtemps que certains murs étaient structurellement compromis par l'érosion des eaux usées. Les tentatives pour sceller les murs révélèrent à quel point la situation était désespérée. L'entretien du palais essaya tout, goudron, cire, même de la feuille d'or dans les appartements de la reine. Rien ne fonctionnait. La cire fondait sous la chaleur des cuisines, se mélangeant aux eaux usées pour créer une pâte toxique. Une tentative de sceller les murs avec du plomb fondu produisit des vapeurs toxiques qui tuèrent 2 ouvriers.
Marie-Antoinette aurait pleuré lorsqu'elle découvrit que sa cuisine privée devait être complètement abandonnée à cause de la contamination. Mais attendez, ça empire. Quand les cuisines principales devinrent inutilisables, ils durent installer des cuisines alternatives. Ces cuisines de fortune étaient souvent dans des bâtiments initialement conçus comme des écuries ou des entrepôts. Les mêmes pièces qui abritaient des chevaux le matin pouvaient préparer des dîners royaux le soir. Le personnel de cuisine rapportait trouver des déchets animaux mélangés à des déchets humains dans ces espaces de cuisson d'urgence. L'estomac délicat de la reine, déjà sujet aux maladies, souffrait constamment de nourriture contaminée. L'horreur ne se limitait pas au quartier de Marie-Antoinette. Les familles nobles à travers Versailles rapportaient des contaminations similaires. Le duc d'Orléans découvrit que des eaux usées s'étaient infiltrées dans sa cave à vin, ruinant des milliers de bouteilles valant plus qu'un village de paysans. La princesse de Lamballe trouva des déchets humains flottant dans le réservoir d'eau de sa cuisine privée. Mais voici ce qui est absolument insensé. Se plaindre était considéré comme de mauvais goût. Les nobles étaient censés prétendre que tout allait bien, tout en mangeant de la nourriture préparée dans des cuisines contaminées par les eaux usées. L'incident d'empoisonnement alimentaire des gardes suisses en 1782 montre à quel point cette contamination pouvait être mortelle. Un régiment entier de gardes d'élite tomba malade après avoir mangé une soupe préparée dans une cuisine contaminée. 17 hommes moururent et des dizaines d'autres furent affaiblis de manière permanente. L'enquête révéla que des eaux usées avaient fui dans le stockage des céréales, créant un champignon toxique qui empoisonna tout l'approvisionnement alimentaire. La partie vraiment inquiétante, cela n'était pas considéré comme assez inhabituel pour changer les pratiques. Les descriptions contemporaines de la combinaison moisissure-déchets sont cauchemardesques. Les observateurs décrivaient des croissances brunes poilues, couvrant les murs des cuisines, là où les eaux usées rencontraient l'humidité. Ce champignon toxique libérait des spores qui contaminaient tout à proximité. Une femme de ménage devint aveugle après une exposition prolongée à ces spores. Une autre développa des plaies ouvertes qui ne guérissaient pas. Les médecins du palais blâmaient l'air vicié et recommandaient plus de parfum, parce qu'apparemment, au XVIIIe siècle en France, le parfum réparait tout. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas l'État. Versailles était fondamentalement une catastrophe d'ingénierie. Le palais a été construit pour l'apparence, pas pour la fonctionnalité. Le système de plomberie, ajouté après coup, livrait une bataille perdue contre la gravité